Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec l'enquête sur l'assassinat de l'avocat Jacques Perrot que nous allons ouvrir ce journal, car nous avons un document qui fait avancer quelque peu ce dossier pourtant bien compliqué. C'est l'interview de la femme de Maître Perrot, Dari Boudboul, qui s'était jusqu'à présent refusée à toute déclaration. Elle s'est pourtant confiée ce matin à Pierrette Bresse. Nous allons donc voir et écouter cette interview dans un instant. Mais d'abord, pour bien comprendre tous les éléments qui sont évoqués par Dari Boudboul, il faut savoir où en est l'enquête qui est menée sur ce meurtre. Donc le point tout de suite, le point de cette affaire avec Bruno Ledreff. Et d'abord, une interrogation. Dari Boudboul, cette femme, seule avec son enfant, est-elle, sans le savoir, au centre de l'affaire Perrot? Une semaine d'enquête sur Jacques Perrot, son image en sort indemne. Carrière brillante, personnalité irréprochable. Mais autour de lui, tout un univers s'effrite. La famille de son épouse révèle une étrange face cachée. Depuis plusieurs mois, Jacques Perrot, en instance de divorce, se battait pour garder et voir son fils Adrien, qu'il aimait plus que tout. L'avocat, transformé en enquêteur, a fait d'étonnantes découvertes. Au mois d'août dernier, il apprend que son beau-père est bien vivant, contrairement à ce qu'on lui a toujours affirmé. Âgé de 73 ans, Robert Boudboul habite ici, dans le 17e arrondissement de Paris. Les deux hommes se sont rencontrés. Que se sont-ils dit ? Et puis, 2 semaines avant sa mort, Jacques Perrot découvre que sa belle-mère, qui demeure près de chez lui à Paris, soi-disant avocate, a en fait été radiée du barreau de Paris en novembre 1981 pour escroquerie. Avocate d'un groupe de missionnaires, les missions étrangères de Paris, elle leur a soutiré 14 millions de francs d'honoraires. On l'avait chargée de défendre nos intérêts pendant environ 15 ans. Elle a imaginé, elle a prétexté de la nécessité de différents voyages, différentes missions à l'étranger pour faire ce que nous lui demandions. Elle a aussi prétendu avoir été obligée d'engager en notre nom des procédures devant les tribunaux pour faire reconnaître notre bon droit. Elle a présenté des factures, des notes de frais, ayant consulté d'autres personnes qui ont été mêlées à cette affaire. J'ai pu me rendre compte que Madame Boudboul avait imaginé, enfin, ces histoires-là, qu'elle avait empoché les sommes qui lui avaient été versées sans effectuer le travail qu'elle prétendait avoir fait. Jacques Perrot, avocat, travaillait-il sur des dossiers sensibles? Il possédait quelques clients appartenant au milieu hippique, mais aucune affaire qui, semble-t-il, puisse l'impliquer dans les trafics financiers d'un monde où ils sont monnaie courante. Il aurait par ailleurs été contacté pour s'occuper de l'affaire Greenpeace. Le juge d'instruction chargé de l'affaire n'a cependant pas saisi ses dossiers. Pourtant, le 27 décembre, un homme attendait Jacques Perrot au bas de chez lui pour l'exécuter de 3 balles dans la tête. Vous l'avez compris, avec ce bref récapitulatif, ce que l'on appelait l'affaire Perrot s'est peu à peu transformé en un dossier plus compliqué qui tourne maintenant autour de la famille de Dari Boudboul. L'épouse de Maître Perrot affirme d'ailleurs qu'elle-même découvre des histoires de famille qu'elle ne connaissait pas. Dari Boudboul répondait ce matin aux questions de Pierrette Bresse. Cela dit, j'apprends tout comme vous l'apprenez. Quelle explication le donne jour. votre mère sur ce qui s'est passé à ce Elle ne me moment-là? donne pas d'explication sur ce dossier, elle ne veut rien me dire sur ce dossier. Elle m'a simplement juré en pleurant, parce que pour moi c'est complètement, le monde chavire. Et elle m'a juré qu'elle n'y était pour rien sur la tête d'Adrien et de moi, que tout ça n'avait aucun rapport avec elle, que si Jacques était mort, elle n'était strictement pour rien, ni mon père, ni personne. Tout ce que je sais. Mais aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Parce que, pourquoi Une sorte de monnaie d'échange avec vous, en disant je sais tellement de choses. faire ça. Il était incapable de faire ça, incapable de faire une chose pareille. Et il voyait Adrien. Et il avait aucune raison dans un divorce. Bon. L'affaire de maman ne pouvait lui servir à rien. Un divorce était entre lui et moi. Et on était tombés d'accord. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer. Je veux dire, ce qui a pu se passer, c'est que il est voulu, mais ça m'étonne tellement de lui, qui était quelqu'un de prudent, qu'en voyant ce dossier, il est voulu jouer à Tintin, c'était un petit peu peut-être son caractère, de jouer à Don Quichotte, à Tintin, se dire, vu ma position, vu les amis que j'ai, je peux me permettre de fouiller quelque chose. Est-ce qu'il s'occupait de dossiers relatifs aux courses? Est-ce qu'il avait des dossiers importants? Puisqu'il voulait changer beaucoup de choses aux courses. Il voulait changer, éclaircir la fiscalité pour les propriétaires, par exemple. Il avait des rêves d'assainissement des courses. Qu'est-ce que ça voulait dire en clair? Est-ce qu'il s'occupait de dossiers qui auraient pu justement se retourner contre lui?
je ne sais pas de quel dossier il pouvait s'occuper. Je sais qu'il s'occupait de dossiers dans les courses. Mais je ne sais pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'il ait voulu gratter ce dossier, qu'il ait voulu être l'avocat des époux Thurange et qu'il est connu et qu'il s'occupe de fiscalité dans les chevaux et qu'il ait voulu assainir le milieu des courses. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces trois choses-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir. La seconde information de ce journal, c'est le rachat, ou plutôt la prise de contrôle du Progrès de Lyon par Robert Hersant. L'opération signée hier a causé une véritable stupéfaction à Lyon et suscité de très nombreuses réactions qui débordent largement la région Rhône-Alpes. Des réactions qu'on peut ramener à trois termes: condamnation des syndicats et de la majorité, silence général de l'opposition et inquiétude de l'ensemble de la presse. Et puis, première riposte du gouvernement qui insiste sur le caractère illégal de cette affaire, alors que la commission Caillavet, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de surveiller l'application de la loi sur le pluralisme de la presse et qui aurait dû être saisie par avance, cette commission doit se réunir jeudi. Avec une question, maintenant une question, pourquoi faire? Car il apparaît que cette loi votée en 1984 n'a jamais empêché Robert Hersant d'élargir un empire déjà bien imposant. Pascal Guimier. Tous ces quotidiens, il y en a aujourd'hui 24, appartiennent à un seul et même homme, Robert Hersant, un empire parti de l'autojournal lancé en 1950. Depuis plus de 30 ans, Robert Hersant mène une double stratégie. D'une part, il multiplie les titres spécialisés et les suppléments magazines. D'autre part, il rachète systématiquement les quotidiens en difficulté. Ainsi, en moins de 5 ans, le Figaro, François, l'Aurore, puis le Dauphiné libéré passeront entre ses mains. Parallèlement, Robert Hersant est devenu député européen. En mars 86, une quinzaine de ses collaborateurs figureront en bonne place sur des listes d'opposition. Aujourd'hui, à 65 ans, Robert Hersant contrôle le plus grand groupe de presse français. Quotidien, périodique, mais aussi radio locale, agences de presse et de publicité, sans compter tout un réseau d'imprimeries. C'est vrai que comme certains ont eu le goût du pouvoir, moi j'ai un peu le goût du contre-pouvoir. L'Empire Hersant, ce sont donc près de 40% des quotidiens nationaux et 20% de la presse de province. Dans plusieurs régions, Hersant exerce un véritable monopole. Cette situation est parfaitement illégale. La loi du 23 octobre 84 interdit en effet à un groupe de contrôler en même temps plus de 10% des journaux nationaux et 10% des journaux régionaux. Robert Hersant est loin du compte. Autre entorse à la loi, le rachat du Progrès et de l'Union de Reims aurait dû être déclaré à la Commission pour le pluralisme et la transparence de la presse. Robert Hersant s'est dispensé de cette formalité, pourtant obligatoire. Il risque maintenant des poursuites judiciaires. À moins de 3 mois des élections, Robert Hersant ne semble guère s'en soucier. Il mise plutôt sur le retour de l'opposition au pouvoir. Une opposition qui s'est déjà engagée à supprimer la loi d'octobre 84. Et ce dernier contrat donc signé hier qui donne le contrôle du Progrès de Lyon à Robert Hersant. Nos envoyés spéciaux Serge Misseret et Pierre Baumard ont recueilli les réactions sur place au lendemain de cette signature. Voici leur reportage. Vous parlez du Progrès ou de Lyon de Reims? Progrès de Lyon. Mais il n'est pas racheté? Si. C'est fait? Ouais, ben c'est... À mon sens, c'est pas très chouette et ça ne va pas dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Oh, le bon sens, c'est tout de même une pluralité de l'information. Je vois pas l'inconvénient. Pas. Ça vous dérange pas? Dans la mesure où le Progrès continue à marcher. La loi de 84. C'est tout. La loi d'octobre 84 qui interdit la concentration dans la presse, Robert Hersant ne la respecte pas, c'est sûr. Pas plus que Jean-Charles Lignel, l'homme qui vient de lui vendre toutes les actions du Progrès et les 5 titres qui vont avec. Jean-Charles Lignel qui depuis cette vente a complètement disparu. Je me suis rendu avenue des Belges, dans ce quartier cossu près de la gare des Brotteaux. La maison est vide et personne ne répond au coup de sonnette. Lignel dit « J'ai vendu à Hersant parce que je ne pouvais pas faire autrement. Personne ne voulait racheter le Progrès et ses 80 millions de déficit. On commence à murmurer à Lyon que cela n'est pas vrai et que Lignel a volontairement vendu à son adversaire. Au Progrès dont j'ai parcouru les couloirs ce samedi, c'est également le désert. Manifestement, le personnel est sous le choc. On s'attendait à tout sauf à Hersant. On est en train de tourner dans votre... Oui. Le départ de Lignel. Voilà. Vous savez, les patrons changent et puis les journaux restent. Hein. Côté syndical, après un silence qui en dit long sur la violence du coup reçu et peut-être aussi sur la peur de l'avenir, c'est la CFDT qui la première consente à s'exprimer.
On attend de voir quelle va être la réaction des pouvoirs publics, parce qu'il y a quand même des lois qui existent. C'est pas à nous de savoir si en la matière elles vont s'appliquer ou pas, mais enfin je crois qu'on peut attendre de savoir ce qui va se passer jeudi lors de la réunion de la commission Caillavet. En 1966, lorsqu'il y avait eu le mariage entre le Progrès et le Dauphiné libéré, ça avait coûté très très cher, il y avait eu 400 personnes sur le tapis. Et c'est tout de suite l'idée qu'on a, c'est que comment est-ce qu'on peut imaginer que sur une même ville, il y ait dans les kiosques Lyon Matin, le journal Rhône-Alpes, le Progrès, côte à côte. Du côté de la CGT, les responsables du livre observent un silence prudent, raison expliquée par cet ouvrier CGT du Progrès. De toute façon, R100 a toujours été honnête avec la CGT. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de conflits entre la CGT et R100. Ceci explique peut-être cela et les silences nombreux depuis cette vente interrogent, notamment celui de Raymond Barre, dont Robert Hersant n'est pas précisément l'allié. Pendant que Robert Hersant prenait le contrôle du Progrès, son fils Philippe s'occupait, lui, d'un autre journal. C'est l'Union de Reims, dont il a maintenant la location-gérance, une décision qui est en principe provisoire, mais qui risque fort de durer. Ce sont donc les grandes manœuvres dans le groupe Hersant qui a de l'ambition, des moyens et qui semble se situer au-dessus des lois, Patricia Charnolet. Précisément, Bernard, moi je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait étrange dans cette affaire. Car voilà le gouvernement qui affirme que le rachat du Progrès par M. Hersant est illégal, qu'il bafoue donc la loi et que de toute façon, il est déjà en situation de complète illégalité puisqu'il a actuellement plus de journaux qu'il est en droit d'en posséder. Alors, si c'est vrai, une seule question, pourquoi M. Hersant est-il impuni? N'importe quel autre Français ne pourrait pas braver ainsi la loi pendant tant d'années, ou alors, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est que la loi est mal faite ou qu'en tout cas elle est inefficace. Cela dit, et c'est ça le problème, il est vrai que Robert Hersant, pendant ses 5 années de gouvernement de gauche, a pu étendre son empire, on l'a vu, alors qu'il était la cible privilégiée des socialistes. Et c'est dans cela qu'il défie, qu'il agace, qu'il énerve la gauche, qui ne peut que constater aujourd'hui qu'elle n'a pas su construire des entreprises de presse aussi vigoureuses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Max Gallo, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui l'écrit aujourd'hui dans son journal Le Matin. Quant à la droite, si elle a toujours, on le sait, défendu Robert Hersant avec beaucoup de fermeté dans sa bataille contre le gouvernement, si elle s'apprête, on l'a dit, à faire disparaître la loi sur la presse, elle sait également que la question des concentrations de presse se pose. Reste que Robert Hersant a actuellement une position de puissance énorme dans la presse et une influence politique très importante. Jamais un patron de presse en France n'a eu autant de pouvoir et c'est en cela aussi qu'il fait peur à la classe politique. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette reprise du Progrès de Lyon par Robert Hersant. Nous restons un instant au chapitre politique pour vous dire que la décision de certains indépendantistes néo-calédoniens qui vont aller en Libye pour assister à un congrès de la guérilla, cette décision ne fait pas l'unanimité. Là-bas, l'Union calédonienne, par exemple, c'est-à-dire la principale composante du FLNKS, désavoue cette initiative, tout comme d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, M. Jox, qui a lui aussi indirectement critiqué ce projet. À l'étranger, cette information qui méritera un développement dans les heures qui viennent, puisque d'après une source proche du Premier ministre israélien, Israël ne se proposerait pas d'attaquer la Libye ni de faire la guerre à ce pays. C'est une mise au point très importante après les informations en provenance de plusieurs pays, et notamment des États-Unis, qui laissaient entendre que Jérusalem préparait une opération militaire contre le colonel Kadhafi. On précise par ailleurs en Israël qu'à aucun moment il n'a été envisagé d'opération de ce genre, c'est-à-dire une attaque du territoire libyen. Vous savez que le colonel Kadhafi avait menacé d'embraser la région si l'on s'attaquait à son pays. 5 secondes pour chavirer 5 petites secondes et le catamaran de Patrick Morvan était sans dessus-dessous au beau milieu de la tempête. Le skipper de Jet Service a pu apporter des détails aujourd'hui sur son naufrage. Il est toujours dans un hôpital espagnol en compagnie de Marc Guillemot qui lui a la jambe brisée. Patrick Morvan très choqué notamment par la mort de Jean Castenet disparu lorsque le bateau s'est retourné. Écoutez son témoignage recueilli sur place par Jean Mamère. Mon plus mauvais souvenir c'était quand j'étais gosse de voir le chalutier rentrer avec le pavillon Berne. Vous aviez dit que si jamais un jour vous perdiez votre équipier, vous savez pas ce que vous feriez. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Alors il y en a qui disaient qu'il ne voulait pas quitter son navire parce qu'il était encore récupérable. En fait, à aucun moment vous n'avez pensé à ça. On n'a jamais pensé au bateau. Le bateau n'avait plus d'étrave. Alors un bateau qui n'a plus de mort, plus d'étrave, et qui est abandonné au large, que voulez-vous en faire? C'est pas possible. Faut être réaliste, il y a 2 blessés à bord du bateau, on vient de perdre un gars, on pense quand même aux vies humaines avant de penser au reste. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé que tout était fini, que vous alliez couler comme Non, on n'a pas pensé à ça.
Ça, le problème, c'est qu'on savait qu'il nous fallait qu'un hélico. On ne pouvait rien faire d'autre qu'un hélicoptère pour sortir Marc. C'était pas possible. Il y a un bateau de guerre, il y a un bateau qui est venu le lendemain, qui s'est mis contre nous, il a cassé les traves du bateau. Non, on ne pouvait pas monter, il y avait des crues de 10 mètres, c'était pas possible. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous auriez envie de remonter sur le bateau? Moi, je veux pas entendre parler de bateau pour le moment. Surtout celui-là, peut-être? C'était pas un mauvais bateau, au contraire, il nous a donné beaucoup de satisfaction, mais je crois que c'est l'ensemble de tous les multicoques que tous les architectes ont intérêt de discuter entre eux. Pas chacun dans son coin à faire son bateau. Ça rime à rien, ça. Si chacun voulait s'entendre et puis donner un petit peu ses idées, on aurait peut-être des bateaux qui risqueraient moins. Les concepteurs des maxi-catamarans une nouvelle fois mis en cause. Le drame de Jet Service repose, il est vrai, le problème de la sécurité à bord de ces Formule 1 de la mer démesurés et fragiles. Je ne pense pas que des gros bateaux comme ça soient plus dangereux que d'autres bateaux. Au contraire, je dirais que, vu les circonstances, les gros bateaux sont extrêmement stables et beaucoup plus solides que les petits bateaux. Il y avait des conditions de mer, je dirais, exécrables. Une chose est certaine en tout cas, l'association des courses au large a d'ores et déjà décidé de limiter à l'avenir la taille des multicoques à 22 mètres. Les radios périphériques à l'heure de la modulation de fréquence, voici des mois que les trois grandes radios commerciales, c'est-à-dire RTL, Europe numéro 1 et Radio Monte-Carlo, le réclamaient. C'était une façon de répondre au développement et au succès des radios locales privées. Impossible, leur avait-on répondu, il n'y a plus de place sur la bande FM. Eh bien, on leur a trouvé quand même un petit coin, plus précisément l'espace laissé libre par l'armée. La FM pour les périphériques, c'est donc pour avant la fin de ce mois. Les explications de Patrick Esther. Selon les derniers sondages d'écoute, 7 millions d'auditeurs réservent leur faveur aux radios locales privées diffusées sur la bande FM. L'audience des radios périphériques, celles qui émettent sur les grandes ondes, avait déjà chuté les années passées. Principale raison, aujourd'hui, les autoradios, les réveils matins et les chaînes IFI, qui reçoivent la FM, ont habitué les auditeurs à un son de grande qualité. Des fréquences FM, libérées récemment par les militaires, devraient prochainement permettre aux stations périphériques de se battre à armes égales sur le plan technique. C'est amener à notre station des catégories qui s'en sont peut-être un petit peu éloignées ces derniers temps, sous l'effet de la venue des stations locales en FM, c'est-à-dire des jeunes essentiellement, qui eux aussi sont très attachés à la qualité du son pour écouter ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de la musique. Le son actuel en grandes ondes n'est pas un très bon son, y compris à Paris par exemple, alors que le son qu'on aura sur cette nouvelle fréquence 104.7 sur une trentaine de villes en France sera un très bon son stéréo, à la pointe du progrès technique si je puis dire, et ça devrait faire des auditeurs satisfaits. En plus on aura une mécanique de transmission moderne puisque le son de Paris vers les différentes stations sera acheminé par le satellite télécommun. Je crois que ça sera vraiment une très bonne qualité d'écoute. Dès la fin du mois de janvier, les stations périphériques devraient donc commencer à émettre sur deux fréquences. 104,3 MHz et 104,7 à l'extrémité supérieure de la bande FM. Schématiquement, RMC et Sud Radio se partageraient les fréquences sur le sud de la France, RMC trouvant également une place à Paris. RTL et Europe 1 se cantonneraient sur les 2 tiers nord, du moins dans un premier temps. Une belle bataille en perspective avec les radios locales privées. Une affaire sans précédent maintenant. Cela se passe en Angleterre, un pays où l'on ne badine pas avec l'information. Vous vous souvenez de cette histoire que nous vous avons racontée ici. Une émission de télévision a permis de faire libérer un détenu condamné à 5 ans de prison pour vol avec violence. 2 reporters de la BBC, la chaîne nationale britannique, avaient pour cela retrouvé l'accusatrice de l'homme, ou si vous préférez, sa soi-disant victime. Elle avait alors reconnu dans l'émission qu'elle avait menti au procès. Eh bien, ces 2 journalistes viennent d'être suspendus. On leur reproche d'avoir obtenu sous la menace ces aveux de la victime. Une affaire tout à fait intéressante que nous raconte notre correspondant à Londres, Alain Cancès. Vous vous rappelez peut-être ce reportage. Il y a un mois, un homme injustement condamné à une peine de prison pour un cambriolage qu'il n'avait pas commis était remis en liberté grâce à une émission de télévision. Des journalistes de la BBC, la télévision britannique, avaient retrouvé son accusatrice, Madame Fitzpatrick. Et devant leur caméra, Madame Fitzpatrick avait reconnu qu'elle avait menti, qu'il n'y avait pas eu cambriolage. Mais, au cours du procès d'appel, Madame Fitzpatrick accusait les journalistes d'avoir exercé sur elle des pressions extrêmement violentes pour lui extorquer sa confession, de l'avoir entre autres menacé de révéler ses tendances homosexuelles. Dans son jugement,
le président du tribunal d'appel se montrait sévère pour les journalistes, parlant d'enquêtes scandaleuses réussies grâce à des menaces. Du coup, la BBC a ouvert une enquête. Et hier, 2 journalistes ont été mis à pied pour 3 mois sans traitement et interdits de reportage pour 2 ans. Ni ces journalistes, ni la direction de la BBC, ni les syndicats ne veulent parler. Ce silence fait d'ailleurs partie du compromis conclu. L'opinion publique, elle, se divise. Pour les uns, la BBC a eu raison de vouloir défendre sa tradition de rigueur, de sérieux, de ne pas autoriser ses journalistes à utiliser certaines méthodes, même si ces méthodes sont utilisées par d'autres organes de presse. Pour les autres, la majorité, c'est grâce à ces méthodes qu'un innocent est aujourd'hui en liberté. Les journalistes ont fait et bien fait leur travail, et en les sanctionnant, la BBC a fait preuve d'un conservatisme inefficace et périmé. Je crois que c'est toujours le problème, est-ce que la fin justifie les moyens, ou est-ce que les moyens, finalement, peuvent corrompre la fin? Mais pour vous, il y a des règles. Un journaliste ne peut pas faire n'importe quoi, même si la fin est positive. Oui, je crois qu'il y a des limites. On ne peut pas employer des menaces. Est-ce qu'il y a des menaces ont été employées ou pas? Je n'entrerai pas dans les détails du sujet, mais je crois qu'il y a des limites à ce qu'un journaliste, qui soit de la presse écrite ou qui soit de l'audiovisuel, peut faire. Oui, je crois qu'il y a des limites. Et surtout en ce moment où il y a une lutte à mort entre les différents médias, c'est-à-dire la presse écrite, la télévision, les différents groupes de télévision. Nous sommes un peu dans une région maintenant sans frontières ou sans bornes frontières nettement établies, et je crois de là vient un certain risque. Certains journalistes peut-être prennent des risques un peu trop grands. La justice aussi réagit à ça, et alors je crois nous sommes dans une période d'incertitude de carrefour où l'incident de parcours est normal, je crois. On peut s'y attendre. Les tiercés du week-end, maintenant, le premier secours est à Vincennes aujourd'hui, 10, 8 et 12, c'est le chiffre gagnant, une combinaison qui rapporte pour 5 francs placés dans l'ordre, 7 391 francs, et pour 5 francs placés dans un ordre différent, il n'y a plus que 975 francs et 50 centimes. Le second tiercé secours demain, toujours à Vincennes, et pour en parler, j'ai à mes côtés Pierrette Bresse. Oui, vous savez Bernard que les courses de trotteurs font toujours un très très beau spectacle à Vincennes, surtout lorsque, comme c'est le cas demain, eh bien ils sont très nombreux à prendre le départ derrière les élastiques. Il y aura en effet 20 chevaux engagés dans ce prix RCI, le tiercé de demain à Vincennes, qui se dispute sur 2650 mètres. C'est une épreuve qui s'adresse aux trotteurs juments, mâles, ongres, tout ce que vous voulez, âgés de 7 ans. Donc, il s'agit d'un lot d'une qualité assez moyenne. Hein. Alors, mis à part 3 favoris comme New Barbès, Nascano ou Nabussan, eh bien la course est très ouverte. Et l'un des outsiders à suivre, selon moi, sera Nario Belmont, dont va nous parler maintenant Roger Baudron, que j'ai rencontré jeudi matin à l'entraînement à Vincennes. Enfin, à Grosbois plutôt. La piste était détrempée, comme vous pouvez le voir. C'est un cheval que je mène au pied levé. C'est un cheval à Louis Chéneau, un homme que je connais bien parce qu'il a travaillé avec moi pendant une dizaine d'années. Disons qu'il a toujours des chevaux très rapides. Il rend 25 mètres et ça doit être un sprinter. Alors si dans le sprint final il est heureux et ça doit être un cheval qui peut pas être à l'arrivée, maintenant c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Il est à la campagne et s'il vient courir à Paris, c'est qu'il doit penser que son cheval est pas mal, sans ça il ne viendrait pas, je pense. Alors voici maintenant le pronostic que je vous propose dans ce tiercé du prix Ercilly. Avec en tête Nayat Dupont, le numéro 9, ensuite New Barbès, le numéro 19, Nascano, qui portera le numéro 20, Norso, le numéro 13, Numi, le numéro 10, Nabussan, le 15, Nukiloé, le numéro 17, Nénuphar d'Aubier, le 12. Voilà, alors je récapitule leurs numéros, 9, 19, 20, 13, 10, 15, 17 et 12. Bien, nous allons parler du Paris-Dakar maintenant, parce que le sujet de nos envoyés spéciaux, Jean-Louis Calmejane et Patrick Chen, vient tout juste d'arriver après un petit problème technique sur place. Donc aujourd'hui, le Paris-Dakar, l'étape c'était, si je ne me trompe pas, Gardaïa-El Goléa. Tout de suite, le reportage. Spécial donc Paris-Dakar. Petit instant. Voilà. Départ très tôt dans le front. C'est reparti dans l'autre sens, semble-t-il. Je pense dans une petite minute, donc, le film, les moments forts de cette journée du Paris-Dakar. Ce matin à Gardaïa pour les motos. Une liaison de 167 km, puis une spéciale de 250 km très attendue, mais aussi très redoutée avant d'atteindre El Goléa.
L'année dernière, bon nombre de concurrents, autos et motos, et non des moindres, avaient dû abandonner lors de cette première étape. 7h30, le soleil se lève, les voitures partent. Impatients donc, mais aussi très anxieux, les concurrents ont des attitudes et des visages tendus. Côté camion, Yann Deroy, sur son DAF bimoteur de 1000 chevaux, s'apprête à avaler bon nombre de concurrents partis devant lui. Georges Groine, son principal adversaire, est préoccupé, lui, par son pare-brise cassé la veille. Il ne sait pas s'il résistera au chaos de la piste. Sur le Dakar, il y a toujours une inconnue lors de la première étape. L'heure des présentations, l'heure du prologue est terminée, Cergy Pontoise est oublié, la descente vers 7, la neige, la pluie également, le mal de mer. Alors maintenant, ils sont arrivés, ils sont sur place, c'est ce pourquoi ils sont venus, le sable est là. Alors, en route. En l'air plutôt pour des images toujours exceptionnelles, le vrai décor du Dakar, Paris, paraît déjà bien loin. Paris où madame est sans doute restée, ce motard, premier galérien du jour, est tout seul comme les autres. Là, ce n'est pas la mécanique qui a lâché, mais la courroie d'un sac. Il faut faire des choix. Et vite. Bon, alors une sacoche cassée, il faut abandonner un peu du pactage en route. Alors qu'est-ce qu'on abandonne en priorité? Disons qu'on abandonne les vêtements. Hein, je vais abandonner les tenues de froid. Hein, j'abandonne le matelas aussi. La bouffe, j'avais emmené. Et puis peut-être un petit peu de pièces. Hein. À l'arrivée à El Goléa, Christian Catelois partagera ses malheurs avec les autres et il y en eut. Témoin cette image surprenante, une cinquantaine de kilomètres après le départ, un groupe de motards s'est formé autour d'Hubert Auriol, perdu. Ils retrouveront finalement leur chemin avec Rayé ici, qui perdra 28 minutes sur la Yamaha de Guy Luinen, vainqueur de l'étape. Auriol, lui, laissera 53 minutes dans cette fausse piste. On a croisé une grande piste à un moment, et qu'on a essayé un coup à gauche, un coup à droite, et puis malheureusement c'était à droite et nous on est parti à gauche. Pas de chance comme pour le vainqueur du prologue, Pierre-Marie Poli, qui casse son frein avant. Une pause involontaire, bien pratique tout de même pour faire le point. Le cap, l'idée fixe d'aujourd'hui. Voilà, pardonnez-nous pour ces quelques imperfections, mais nous avons eu bien des soucis pour recevoir ces images en provenance d'Alger. Tout de suite, les résultats de l'étape, donc Gardaïa-El Goléa. Pour le classement auto, premier Patrick Zaniroli sur Mitsubishi, suivi de 2 Porsche, les Porsche de René Medj et Jackie X. Et puis le classement moto, c'est le Belge Guy Winen sur Yamaha qui s'impose devant Balestieri. Le Français Marc Joanneau est 5e. Enfin, seuls 2 camions sont arrivés pour l'instant à El Goléa. Premier Capito sur Mercedes, suivi de Roy sur DAF. Et maintenant, la météo avec Alain Gillot-Pétry qui n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes samedi. Alors je vais vous servir la plus mauvaise facétie de la semaine. Demain, le temps va se découper en tranchées artères. Pas tranchées et artères, en tranchées artères. Regardez la carte. Nous avons un boulevard de soleil sur le sud-est en milieu de journée. Un boulevard de pluie ou de neige ou de pluie verglaçante du nord-est aux Pyrénées, toujours en milieu de journée. Un boulevard d'éclaircies qui ira de la Gironde au bassin parisien et au nord. Et un gros paquet de nuages avec quelques éclaircies, de la pluie, de la grêle, de la neige, des orages, du vent d'ouest sur le nord-ouest, le tout se décalant, hop, vers le sud-est. Ça nous donne vraiment un dimanche pourri. Côté température, ça bouge pas, c'est toujours ça de prix. De 3 à 8 degrés au nord, 5 à Paris, et de 4 à 13 degrés au sud. Demain sera le dimanche 5 janvier, notez cela sur vos agendas. Le soleil se lèvera à Paris à 8h45, il s'y couchera à 17h07, ça nous fera 2 minutes de soleil en plus. Ce sera l'épiphanie, alors vous allez tirer les rois, il fera en plus 12 degrés à Solensara, vous savez encore ça. Dernier journal aux environs de 23h40 avec Bernard Pradino. Bonsoir, à demain 20h.